Mesdames, Messieurs, chers collègues, curieuse personnalité que celle de Sergueï Rachmaninov. Voilà un homme attiré par la modernité, les belles voitures, la technologie, et qui était en musique ancré dans le passé. Il a toujours essayé d'écrire ce que son cœur et son âme lui dictaient, et non ce que la critique musicale et le public attendaient de lui. Exercice ô combien difficile, vous en conviendrez, et qui a été l'occasion de plusieurs crises existentielles. Il est vrai que le début du XXe siècle aimait les œuvres avant-gardistes. Ce sera l'époque de Stravinsky et de Prokofiev, par exemple, avec des œuvres énergiques et toujours plus modernes. Or, Rachmaninov aime écrire une musique qui vise à l'émotion, tout en épurant les lignes, refusant les faits. Il convient avant tout de remarquer qu'il s'agissait d'un homme taciturne, au sourire plutôt rare. Sergueï voit le jour le 2 avril 1873, quatrième enfant du couple. Vassili, son père, était un officier brillant, mais également excellent pianiste. Sa famille, comme beaucoup de familles de l'aristocratie russe d'ailleurs, aimait beaucoup la musique et la pratiquait. Sa mère elle-même était assez bonne pianiste. Son enfance ne sera cependant pas si simple. Les affaires réussissent mal à son père, qui était par ailleurs fort dépensier et aimait boire. Et dépossédés de leurs biens, les Rachmaninov sont contraints de partir s'installer à Saint-Pétersbourg dans un petit appartement. Sergueï entre au conservatoire comme boursier, mais il lui arrive souvent de sécher les cours et de falsifier ses carnets de notes. Ensuite, ses parents perdent deux de leurs enfants en bas âge, comme c'était souvent le cas à l'époque, et son père quitte son épouse, laissant Sergueï entre les mains de sa mère peu aimée. C'est surtout sa grand-mère qui prend soin de lui et sera son relais affectif en quelque sorte. Et c'est avec elle qu'il découvre les églises orthodoxes. Sergueï découvre la beauté des chants et surtout les sons des cloches, qu'il émerveille, et en particulier celle de la cathédrale Sainte-Sophie. Il s'inspirera plus tard, pour ses compositions, des chants orthodoxes et des sons des cloches gravés profondément dans sa mémoire. Mais l'absence d'une autorité claire aura des conséquences sur ses résultats scolaires. En raison de ses examens désastreux au conservatoire, la famille décide qu'il ira se faire une discipline à Moscou, où il est confié à l'un des plus grands professeurs de piano de l'époque, Nikolai Zverev. Il vit chez son professeur avec d'autres élèves. Ceux-ci disposent de 2 grands pianos pour travailler. Mais la discipline y est stricte. Premier cours à 6 heures le matin. Mais aussi des déjeuners avec les plus grands esprits de l'époque dans le domaine de la poésie, le roman, la peinture et bien entendu la musique. Lorsqu'il arrive à l'adolescence, il aspire à créer sa propre musique, mais son maître n'aime pas cette idée. Pour ce dernier, la composition est incompatible avec l'apprentissage du piano. Sergueï doit donc se cacher pour continuer à composer. Et après une nouvelle dispute avec son maître, Zverev, il est renvoyé chez lui. Il est alors hébergé par des cousins, les Satines, qui se partagent entre leur appartement de Moscou et leur vaste propriété de campagne, Ivanovka. Sergueï pourra enfin s'adonner à la composition. Et cette fois, le succès l'attend. Avec 1 an d'avance sur le calendrier officiel, il obtint des succès remarquables au conservatoire, au piano d'abord, puis en composition avec son opéra Aleko. Il obtient le prix suprême du conservatoire. Son écriture pianistique tiendra compte de sa physionomie particulière avec des mains gigantesques, capables de jouer des accords de 12e.
Le piano est d'ailleurs au cœur de sa composition. 5 morceaux de fantaisie, 6 moments musicaux, la première suite pour 2 pianos, encore appelée fantaisie tableau. Écoutons à présent sa barcarolle et scherzo issus des 6 morceaux pour piano à 4 mains.
Ensuite, la mort rôde. Zverev meurt en septembre 1893. Puis Tchaïkovski, à son tour, décède brutalement un mois plus tard. Et Rachmaninov est fort touché par la perte de Tchaïkovski qu'il avait pris pour modèle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il avait consacré toute l'année 1895 à la composition de sa première symphonie, forme musicale à travers laquelle Tchaïkovski avait conquis le cœur des auditeurs. Et dès le début de l'œuvre émerge un motif sombre dérivé du dies irae grégorien, c'est-à-dire du jugement dernier. Ce thème qui s'ancre dans la mort est grave et menaçant. Et il fascine Rachmaninov, alors âgé d'à peine 22 ans, qui l'utilise pour élaborer entièrement sa symphonie. Écoutons ce thème grégorien. Puis l'utilisation qu'il en a fait dans sa première symphonie. Cependant, lors de la première représentation, c'est un véritable désastre. L'œuvre est complètement rejetée par le public et la critique musicale. Il est vrai que Rachmaninov avait lui-même avoué avoir peiné à l'écrire. Chaque mesure sortait au forceps et le résultat était bien maigre, avoua-t-il. Mais Sergueï ne s'en remettra pas de sitôt. Il s'agit d'une véritable blessure narcissique. Et abattu par l'échec, il s'est réfugié chez sa grand-mère. Il fuit les contacts, s'enferme avec son chien, souffre de douleurs psychosomatiques, notamment à la tempe. Jamais les médecins ne trouveront l'explication à ces douleurs. D'aucuns évoqueraient une dépression. Cette dépression, en quelque sorte, va durer près d'1 an. Voici ce qu'il pouvait en dire. Quelque chose s'était brisé en moi. Après des heures d'interrogation et de doute, j'en étais arrivé à la conclusion que je devais abandonner la composition. Une profonde apathie s'empara de moi. Je passais la moitié de mes journées étendu sur mon lit à soupirer sur ma vie ruinée. Et pour tenter de rayer cet épisode de sa vie, il brûlera le manuscrit de sa symphonie et il ne l'entendra plus jamais jouer de sa vie. Durant 3 années, il ne composera plus la moindre nouvelle musique. Autre déception, la rencontre avec Léon Tolstoï, une de ses idoles. Ce dernier ne comprend pas sa musique et il ira jusqu'à lui dire « Cette musique-là offre-t-elle un intérêt quelconque ?» Après des mois de léthargie, il finit par accepter la proposition de ses cousines, les Satines, de se faire soigner, et il se rend presque tous les jours chez le docteur Nicolas Dahl, un médecin neurologue pratiquant la psychothérapie par hypnose, qu'il a appris à pratiquer ici en France auprès de Charcot, comme un certain Sigmund Freud, non loin de là. Et ce docteur Dahl est aussi mélomane averti et violoncelliste, et il trouvera les mots qu'il faut pour rendre à Sergueï son énergie créatrice, littéralement gelée depuis le désastre de sa première symphonie. Cette première grande crise existentielle ou créatrice est soldée par 3 ans d'inhibition. Il ira voir le docteur Dahl quasi quotidiennement de janvier à avril 1900 et l'effet est impressionnant. Il reprend goût à la vie et l'inspiration jaillit à nouveau en lui. Son 2e concerto pour piano sera d'ailleurs dédié au docteur Dahl en remerciement pour ses bons soins. Et dès le début de l'œuvre, les accords à découvert du piano
l'orchestre n'a pas encore fait son entrée, évoque le fameux son des cloches dont on se souvient qu'ils avaient impressionné Sergueï dans son enfance. Arthur nous l'illustre. Ensuite, dès l'entrée de l'orchestre, un nouveau thème grave secoue le piano et l'orchestre. Nous pourrions dire que Rachmaninov montre ici un talent particulier à appuyer là où ça fait mal et à maintenir constamment l'auditeur sous pression dans ce dialogue entre le passé et le présent qui me paraît être l'essence même du mélodrame. Nous pourrions en effet en faire une lecture autobiographique de l'œuvre et émettre l'hypothèse que ce second concerto pour piano retrace les principales étapes et états d'âme du compositeur qui ont mené à sa composition. Serait-ce une manière pour lui d'essayer de dépasser la grasse crise existentielle qu'il vient de vivre, peut-être? Durant le premier mouvement, le musicien se remémore les moments difficiles, douloureux de sa grande crise existentielle, d'où le ton grave et torturé de ce premier mouvement. Lors du second mouvement, l'adagio, le compositeur retrouve un peu de sérénité et commence à réinvestir la vie. L'espoir renaît. Enfin, lors du troisième mouvement, Allegro scherzando, Rachmaninov retrouve confiance en lui et en ce qu'il a de plus précieux, la musique. Je vous invite à réécouter ce soir ce concerto avec cette idée en tête. Vous verrez, vous entendrez autre chose. Et lors de sa première représentation, le public fera cette fois un accueil triomphal à cette nouvelle œuvre. Et on peut lire dans la Gazette musicale russe « Il y a bien longtemps que les murs n'ont pas retenti d'applaudissements aussi enthousiastes, aussi tonitruants que ce soir ». Durant cette période de renaissance créatrice, Rachmaninov composera également sa deuxième suite pour 2 pianos, et là, il se met à jouer avec l'auditeur. En effet, ne composera-t-il pas une valse tout en effleurant ce fameux thème grégorien du dies irae, une fois de plus, le jugement dernier? Écoutez plutôt. En 1902, Rachmaninov se marie avec sa cousine Natalia, musicienne et pianiste également. Le mariage aura lieu dans une petite chapelle de garnison pour éviter les foudres de l'autorité religieuse opposée à des mariages entre cousins germains. Et le couple aura 2 filles, Irina et Tatiana. Rachmaninov aura l'idée de composer une série de préludes. Et celui en ut dièse mineur connaît un succès foudroyant et établit sa renommée internationale. Et ce prélude lui donne une image pathétique, et il va traîner l'œuvre comme un boulet de plus en plus encombrant. Le compositeur se reconnaît de moins en moins dans cette image réductrice à mesure que son style et ses idées évoluent. Et plus tard, il va sillonner le monde comme pianiste. Et partout, on lui réclame le prélude. Et pour la petite histoire, Rachmaninov ayant oublié de protéger le prélude par copyright, il n'en touchera jamais le moindre dividende. Alors aujourd'hui, pour éviter de réveiller la susceptibilité de Rachmaninov, nous entendrons un autre prélude, le prélude opus 23, numéro 5.
Soucieux du bien-être matériel qu'il doit à sa nouvelle maisonnée, Sergueï accepte un poste de directeur musical au Bolchoï en 1904 et il s'investit totalement dans son rôle, exigeant davantage de répétitions. Les opéras qu'il fait travailler semblent renaître, les artistes eux-mêmes s'en étonnent et disent avoir l'impression de redécouvrir certaines œuvres. Toutefois, ce nouveau poste lui laisse peu de temps pour la composition et une insatisfaction grandissante s'empare de lui. Elle trouvera un écho historique dans les troubles sociaux qui éclatent en Russie. En 1905, souvenons-nous, le pays a connu sa première révolution et Nicolas II établit les premières lois fondamentales. Et Rachmaninov s'est même aventuré à signer une lettre manifeste. Voici ce qu'elle dit. « Quand il n'y a pas de liberté de pensée, pas de liberté de religion, pas de liberté d'expression, ni de liberté de la presse, toute idée artistique vivante de la nation est dans les fers, et la création artistique dépérit. » 2 février 1905. Et à l'automne 1906, en dépit de tout ce qui pouvait l'y retenir, la famille Rachmaninov quitte la Russie pour s'installer à Dresde pendant 3 ans. Il y composera sa 2e symphonie, sa première sonate pour piano seul et l'Île aux morts. 3 œuvres à nouveau inspirées du Dies Irae. L'étonnant n'est pas que Rachmaninov se soit risqué, 10 ans après le désastre de sa première symphonie, à un ouvrage symphonique. Le délai paraît raisonnable, mais qu'il ait donné à celui-ci un même climat expressif, une même référence au Dies Irae. Curieuse façon de tenter le diable, n'est-il pas? Toutefois, son écriture s'est notablement affermie en 10 ans et il parvient à faire avancer son propos avec plus de logique que précédemment. Et cette fois, le succès est de mise. Sergueï Rachmaninov était littéralement obsédé par l'angoisse de la mort et l'angoisse de vieillir. Dès la trentaine déjà, il faisait allusion à son âge avancé et il avait le sentiment d'avoir terriblement vieilli. Il souffre fréquemment d'angoisse psychosomatique, on l'a dit. Cette hantise pour la mort sera à l'origine de l'Île aux morts. Cette œuvre est à nouveau obscure. Elle témoigne du choc ressenti par Sergueï lorsqu'il a pris connaissance du tableau du peintre suisse Arnold Böcklin. C'est lors de son voyage à Paris d'ailleurs que Rachmaninov découvre la reproduction de ce tableau. On y voit Charonne, le nocher des morts, convoyant une âme morte près d'un îlot rocheux. Et la composition de Sergueï, avec à nouveau un rythme obsédant, sombre, s'accorde parfaitement avec l'œuvre de Böcklin. Angoisse de l'homme devant les mystères de la mort? Peut-être. Pour Rachmaninov, le plus terrible n'était pas de pourrir dans la terre, mais qu'il y eut quelque chose après la mort. Mieux valait, selon lui, disparaître à jamais. Il confiera ceci: il est impossible de vivre quand on sait que l'on doit de toute manière finir par mourir. Cette fascination ou hantise de la mort sera omniprésente dans son œuvre. Cette omniprésence semble signifier qu'au cœur de la vie rôde la mort, inévitable, mais qu'il convient de dompter. Ce sera le message de plusieurs de ses œuvres, les cloches, les danses symphoniques et plusieurs mélodies que je vous conseille de découvrir. Alors plus tard, l'Amérique appelle Rachmaninov et quoique hésitant à partir si loin de ses racines, vers un pays qu'il considère d'ailleurs très peu tourné vers la culture, il y voit le bénéfice financier qui lui permettra notamment l'accomplissement de son rêve d'enfant, les rêves d'enfance, l'achat d'une automobile.
À l'occasion de ce voyage, il composera son 3e concerto pour piano, marqué d'une virtuosité extrême. C'est le fameux concerto des concours de piano. Et pourtant, dans son premier mouvement, on y découvre une mélodie la plus pure que Rachmaninov ait écrite. Une note à chaque main, et la même à l'octave près. Marie-Paul nous l'illustre. Le thème de ce concerto, à nouveau obsédant et même envoûtant, en a fait décompenser plus d'un. Ainsi, David Helfgott, dont l'histoire a été retracée dans le film australien Shine, a connu sa première décompensation psychotique et ce qui allait être son entrée dans la schizophrénie lorsqu'il jouait ce 3e concerto lors d'un grand concours international de piano à Londres. Revoyons ce moment dans le film. Après sa tournée en Amérique, Sergueï retourne avec plaisir à Ivanovka et il retrouve ainsi ses chères racines terriennes, rurales. Lors de ses temps libres, il va s'occuper des chevaux, par exemple, mais il replonge également dans les racines musicales de son pays. Il se tourne vers la musique religieuse cette fois et il composera la liturgie de Saint Jean Chrysostome. Son style est plus léger, comme s'il n'avait plus rien à prouver, libre pour peu de temps de ses propres démons, de ses angoisses, de ses peines aussi. Il composera les études tableaux opus 33, également au style épuré, pas besoin de redites ou de formules pléonastiques. Mais il marque aussi de ce fait un intérêt pour l'œuvre de Scriabine. Serait-ce une façon de faire preuve d'unité dans un pays de plus en plus livré au chaos, peut-être? Écoutons pour l'instant Slava. Slava, issu des 6 morceaux pour piano à 4 mains, et des oreilles averties y reconnaîtront une fois de plus les cloches.
1914, la Première Guerre mondiale est déclarée et Sergueï semble entrer dans une seconde période de crise existentielle. Il se replie sur lui-même, il fouille les contacts, son regard semble vide, hagard. Février 1917, des émeutes éclatent à Moscou, révolte du peuple, scène de pillage, et Sergueï saisit la première occasion pour quitter son pays dans lequel il ne se reconnaît plus. Noël 1917, il quitte la Russie en traîneau et se présente à la frontière suédoise avec son épouse et leurs 2 filles. Ils ont tout abandonné, leur maison, leurs biens, leurs amis. En 1918, il s'embarque à bord d'un bateau en direction des États-Unis, une fois de plus. Et c'est dans cette Amérique qu'il s'était si peu plu, qu'il espérait d'ailleurs ne jamais revoir, qu'il doit partir. Mais il sait que là-bas, sa famille sera plus en sécurité. Et le récit de la vie de Sergueï Rachmaninov pourrait s'arrêter là, en 1917. Il y manquerait toutefois 25 ans de sa vie. Mais durant cette période, il n'a composé que 6 partitions. Alors pourquoi cette baisse de régime? Les questions, les doutes se sont faits trop envahissants pour laisser place à une activité créatrice. Et à nouveau, la musique qu'il aimait écrire n'était pas appréciée du public et de la critique de son temps. Nous pourrions volontiers le situer dans le romantisme russe tardif, alors que la critique musicale de son époque faisait la fête à Stravinsky et à Bartók, qui composaient bien davantage de façon moderne que Rachmaninov. Et la nouvelle école de Vienne faisait entrer la musique dans une voie où l'intellect allait prendre le pas sur le sensuel. Sergueï ne peut se résoudre à entrer dans cette catégorie de compositeurs qui pensent davantage qu'ils ne sentent, disait-il. Qui pensent davantage qu'ils ne sentent. Et cela la raison pour laquelle son 4e concerto pour piano connaît une fois de plus un accueil désastreux du public, peut-être. Mais à nouveau, Rachmaninov sera touché dans son narcissisme et décide de se claquemurer dans le silence. Voici ce qu'il dit. C'est peut-être la paresse ou l'usure liée à l'agitation des concerts, ou c'est peut-être que le genre de musique qu'il m'importe d'écrire ne paraît plus acceptable aujourd'hui. Et la véritable raison n'est peut-être aucune de celles-là, car en quittant la Russie, j'ai laissé derrière moi l'envie de composer. En perdant mon pays, je me suis aussi perdu moi-même. Dans cet exil loin de mes racines et de mes traditions, je ne trouve plus l'envie de m'exprimer. Voilà la manière dont Rachmaninov exprime son désarroi. Mesdames et messieurs, nous sommes en présence d'un créateur qui ne crée plus. Rachmaninov passe alors 14 années de sa vie en composant très peu. Que dire de plus? Faut-il appeler cet état une dépression? Peut-être pas. C'est peut-être le mal du pays, le déracinement associé à l'anachronisme de son style musical qui aura raison de lui. Parmi les 6 œuvres composées à cette époque, toutefois, les Vêpres que je vous invite à écouter, œuvres caractérisées par le refus de brio, le dépouillement du langage, mais soucieuse d'intériorité. En 1931, il se lance dans une condamnation officielle du régime soviétique dans une lettre au New York Times. Ce geste est vécu évidemment en Union soviétique comme une déclaration de guerre, et sa musique y est proscrite de manière officielle. Ce dernier arrachement à ses racines profondes, ce pays qu'il aime, qui nourrit sa pensée, son imaginaire, est un coup psychologique terrible. 1943, sa santé se dégrade, une très grande fatigue l'envahit, une toux persistante, il perd du poids à vue d'œil, son teint jaune a peur ses proches. Atteint d'un cancer généralisé, il mourra à Los Angeles 5 jours avant son 70e anniversaire. Rachmaninov sera toujours resté profondément attaché à ses origines et son pays natal. Comme nous l'avons vu, son inspiration et son activité créatrice reflètent d'ailleurs sa propre vie. La séparation de ses parents, les offices religieux découverts en compagnie de sa grand-mère, les chants orthodoxes, les cloches, la douleur de l'exil et le mal du pays, et le silence compositionnel qui va avec. Ne pourrions-nous pas dire qu'au travers de son œuvre, Rachmaninov semble vouloir transmettre l'idée que l'homme conscient du fait que la mort est inscrite dans chacun des moments de sa vie
doit se faire fort d'accepter sereinement son destin. Nous aimerions conclure, mesdames et messieurs, pour prendre congé de vos émotions avec cette romance pour piano à 6 mains, œuvre délicate, sereine, dans laquelle le compositeur semble signifier avec sérénité, une fois de plus, la victoire de la vie et sans doute des forces créatrices sur la mort.